France Inter. Il est 5h12, les Chroniques Littorales nous conseillent un livre tous les mercredis. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Et ce matin, c'est un livre sur un cri qui surgit de l'océan. Un cri que l'on ne soupçonne pas mais bien réel et que nous fait vivre Benoît d'Halluin dans son ouvrage « Un cri dans l'océan ». À travers la séparation fortuite de deux êtres, Benoît d'Halluin ouvre grande la question de l'esclavage dans le monde maritime. Et là, nous nous trouvons en Thaïlande. Exactement. En fait, je voulais écrire un livre sur les océans et je cherchais un sujet qui soit suffisamment fort. Et il y a quelques années, à New York, j'étais tombé sur un article du New York Times qui parlait de l'esclavage maritime. Voilà, et j'avais absolument aucune idée que ça existait, qu'on puisse encore comme ça, en 2023, retenir des gens en esclavage. Et donc, c'est le point de départ, effectivement, du livre. C'est une dispute, deux amis qui se disputent, l'un qui décide de changer de vie en Thaïlande. Sauf que voilà, dès ce soir-là, il part dans un bar, on lui offre un verre, il va faire une mauvaise rencontre, il va être drogué et il va se réveiller le lendemain matin en pleine mer, sans aucune possibilité de s'échapper finalement. Et ceci, c'est bien réel, Benoît, parce que effectivement, on est drogué, donc kidnappé, on se retrouve en pleine mer, prisonnier, esclave sur un bateau de pêche en mer de Thaïlande, et on y reste souvent 7 ans. Oui, alors en fait, donc j'ai beaucoup travaillé avec l'ONU, j'ai lu pas mal de témoignages de personnes qui ont réussi à s'échapper de ce système. Le système est très bien fait parce qu'en réalité, vous avez des flottilles de bateaux qui restent en permanence en haute mer, donc dans les eaux internationales où il n'y a pas de réseau de téléphone et surtout il n'y a pas de droit, c'est un vide juridique total. Et vous avez d'autres bateaux, donc des bateaux mers, qui font la navette entre la terre ferme, qui vont apporter du coup du carburant et des vivres et qui vont rapporter le poisson à terre. Mais effectivement, dans les témoignages, on voit des gens qui sont restés enfermés, réduits en esclavage sur des bateaux en haute mer pendant 5, 7, 10, même 15 ans parfois. 15 ans, oui. Sans voir la terre ferme. Et quoi qu'il en soit, les témoignages, parce qu'à travers votre roman, vous nous avez romancé l'histoire de la séparation de ces deux êtres. Un va partir à la recherche de l'autre, savoir ce qui se passe, où est-il. Mais à travers tout ça, les vrais témoignages des hommes qui ont été kidnappés, qui arrivent à s'évader, à s'échapper, souvent repris par la police thaïlandaise de connivence avec les trafiquants. Oui, alors j'ai lu une centaine de témoignages et effectivement, Aaron, donc quand il va se retrouver sur ce bateau, va tenir un journal de bord qui est du coup inspiré de tout ce que moi j'ai lu et donc rien n'a été inventé. Et effectivement, souvent ce qu'il est expliqué, c'est que quand ils sont dans les eaux nationales, donc là la police a le droit d'intervenir, mais parfois en fait la police, oui, va récupérer un ou deux esclaves et donc les esclaves qui restent à bord sont déçus, mais 2 ou 3 mois plus tard, ils retrouvent ces esclaves qui ont été recueillis par la police sur un autre bateau d'esclavagistes et ils se rendent compte qu'en fait ils ont simplement été récupérés pour être revendus un peu plus cher. Et les prises de poissons dans ce type de bateau, c'est du poisson qu'on ne va pas vendre. En réalité, c'est du poisson qui va être transformé. C'est du poisson de fourrage, comme on appelle ça. Poisson de fourrage. Voilà, en fait, la Thaïlande exporte beaucoup de crevettes. Et donc, pour nourrir ces crevettes, il faut du poisson, ce qu'on appelle du poisson de fourrage. Donc, un poisson qui est tout en bas de l'échelle animale, le poisson de mauvaise qualité. Mais ce qui est terrible, en fait, c'est qu'il faut à peu près 14 tonnes de poisson de fourrage pour faire 1 tonne de crevettes. Donc, on voit bien que le système ne fonctionne pas. D'ailleurs, c'est aussi parce qu'en fait, ils ont vidé leurs eaux et qu'ils ont épuisé leurs réserves halieutiques que les bateaux sont obligés de partir de plus en plus loin et donc d'avoir une main-d'œuvre qu'ils ne payent pas à bord. Mais juste pour vous donner une idée, en Thaïlande, à peu près, on estime que 200 000 personnes, la population d'une ville comme Reims, par exemple, sont retenues en haute mer contre leur gré. Ce sont des esclaves. Alors, on va pas tout révéler dans votre ouvrage parce qu'il faut le lire pour aller vers la fin, bien évidemment, qui est passionnante. Mais vous aussi, votre titre, Un cri dans l'océan, c'est que vous poussez un cri contre l'esclavage, contre la surexploitation de la mer. Oui, je pense à la fois un cri d'amour pour l'océan parce que voilà, il y a plusieurs narrations, plusieurs personnages et il y a notamment un personnage féminin qui s'appelle Sophie qui est vraiment en lien. Attends, pas si vite avec Sophie parce que faut on va laisser aujourd'hui. Ouais. Voilà, mais c'est aussi un cri de détresse parce que ce qui se passe, c'est que dans les zones des eaux internationales, il n'y a pas de droit et donc on pille sans vergogne les ressources halieutiques et il y a aussi une vraie violence qui s'abat sur les hommes. C'est une sorte de Far West et c'est ça que je voulais dénoncer. Eh bien, c'est très bien dénoncé, Benoît d'Halluin. Merci à vous. Un cri dans l'océan, c'est édité chez XO Éditions. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.